Et après ces 3 années où dans les 2 dernières, je m'endormais tous les jours à 14h sur mes gros livres très épais de fiscalité, manifestement, j'avais manqué un échelon dans la motivation profonde du consultant fiscal. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? En plus, on a été extrêmement bien payés, etc. Donc pour moi, c'était super. J'avais un job super bien payé, mes parents étaient très contents. Et tout à coup, je me dis, en fait, faut que je sois entrepreneur parce que 1, j'arrive pas à m'insérer dans un organigramme. 2, j'arrive pas, parce que je suis trop jeune, à imposer ce que je veux faire dans l'entreprise. Et 3, en plus, j'ai vraiment envie de fabriquer un truc à moi. Et ça, on me laissera jamais le faire. C'est la conclusion à laquelle je suis venu, c'est que dans une entreprise, même si on parle d'intrapreneuriat, etc., à un moment donné, t'as quand même un carcan très fort qui est celui de la logique de l'entreprise. Mindset, l'esprit de la réussite. Salut à tous, c'est Laurent François. Bonjour à tous, c'est Julien Dauzat. Aujourd'hui, Julien, qui recevons-nous dans ce second épisode de Mindset ? Alors aujourd'hui, on reçoit Denis Jacquet, le fondateur de Day One Movement. Salut Denis, comment ça va ? Je vais très bien, bonjour à tous les deux. Bonjour à toi, merci. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est sur les Champs-Élysées et on recevait évidemment un hôte de marque. Est-ce que tu peux tout simplement en quelques mots te présenter, Denis, s'il te plaît ? Écoute, oui, alors déjà c'est une bonne idée ces Champs-Élysées, parce que depuis qu'on est en dictature et que les frontières sont fermées, à part le bruit de la circulation, il n'y a plus personne, puisqu'on n'a plus de touristes, donc on n'a plus de business, donc plus d'entreprises, donc je me demande même si on devrait faire cette interview aujourd'hui, mais si on doit la poursuivre, moi je suis un entrepreneur égaré sur des thèmes plutôt sociétaux, qui maintenant est aussi Allez, c'est très prétentieux, un écrivain, mais voilà, j'ai écrit 2 bouquins, je suis en train de préparer le 3e, et depuis très peu de temps, je suis animateur radio sur Sud Radio pour une nouvelle émission qui s'appelle La Voix des entrepreneurs. Donc Denis, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, un petit peu les différentes étapes qui t'ont amené aujourd'hui à être écrivain, à être entrepreneur, à être un personnage aujourd'hui important dans le monde des startups et plus généralement voilà dans l'environnement sociétal. Moi, je viens de province, donc à l'origine. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une grande école, sauf que jusqu'à 16 ans, je savais pas ce que c'est qu'une grande école, parce que dans les petites bleds semi-ruraux, même les profs n'ont jamais entendu parler de ce que c'est qu'une grande école. Donc du coup, ne t'orientent jamais dessus, puisqu'ils savent pas ce que c'est. Bon. Donc du coup, j'ai réussi à avoir un parcours scolaire qui était plutôt bon et qui m'a permis de me propulser dans un univers qui était pas le mien, parce que voilà, venu d'une petite ville provinciale avec des parents qui sont ni entrepreneurs, qui sont dans cette espèce de, comment on l'appelait, de population dite moyenne en France, donc étaient des gens fantastiques parce que c'était mes parents, c'est normal, mais en même temps avaient pas d'héritage, pas de réseau, ils savent même pas ce que c'est qu'une entreprise, sinon le fait de travailler pour une boîte qui les a vus comme salariés pendant tout le temps. Donc voilà, moi je viens de ce milieu-là, et finalement pour moi la grande école ça a été le premier propulseur. Et ça c'est important parce que pour des gens comme nous qui viennent de milieux modestes ou encore pire défavorisés, etc., la plus belle étape, le plus beau marchepied qu'on puisse avoir dans la société, c'est de faire ce genre de choses. Parce que tout à coup, tu viens boxer avec des gens qui boxent socialement et financièrement en première catégorie. C'est-à-dire des gens que tu vois d'habitude à la télé parce que tu as vu leurs parents, etc. Tout à coup, c'est tes potes de classe, ils te parlent à peu près normalement. En tout cas, en théorie, à mon époque, on se parlait tous à peu près normalement, on se regardait pas de haut. Et tout à coup, tu trouves ça assez naturel d'être entouré par des fils d'eux et des filles d'eux qui, eux, ont des empires. Moi, j'avais Nicolas Rousselet, qui était à l'époque... c'était c'était fantastique. C'était Rousselet, c'était Canal+, c'était G7, etc. J'avais... voilà, des gens qui étaient vraiment les patrons des plus grandes boîtes, et pour moi c'était vraiment le premier propulseur. Mais ça n'a pas résolu pour moi la question de savoir ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je suis sorti de l'école, j'avais toujours aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire de mon diplôme. Bon, donc du coup j'ai commencé, parce que j'avais fait un peu de droit en même temps que l'école, à être avocat fiscaliste. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après ces 3 années où dans les 2 dernières je m'endormais tous les jours à 14h sur mes gros livres très épais de fiscalité, manifestement j'avais manqué un échelon dans la motivation profonde du consultant fiscal. Donc du coup je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? En plus on a été extrêmement bien payés, etc. Donc pour moi c'était super, j'avais un job super bien payé, mes parents étaient très contents. Et tout à coup je me dis en fait faut que je sois entrepreneur, parce que 1, j'arrive pas à m'insérer dans un organigramme. 2, j'arrive pas, parce que je suis trop jeune, à imposer ce que je veux faire dans l'entreprise.
Et 3, en plus, j'ai vraiment envie de fabriquer un truc à moi, et ça, on me laissera jamais le faire. C'est la conclusion à laquelle je suis venu, c'est que dans une entreprise, même si on parle d'intrapreneuriat, etc., à un moment donné, t'as quand même un carcan très fort qui est celui de la logique de l'entreprise, qui peut se justifier pour plein de raisons, mais quand t'es entrepreneur, c'est là que tu le découvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des frontières que t'acceptes plus qu'on t'impose, et donc tu dis, je vais les violer, je vais aller créer mon propre territoire, mais sauf que j'avais à nouveau pas d'idée de savoir où l'exprimer. Donc j'ai monté une première boîte, puis une deuxième, puis une troisième, et puis j'ai trouvé ça passionnant, connu des vrais hauts, des vrais très très bas, et puis progressivement ça s'est étoffé. Une des boîtes que j'avais créées, qui était une des toutes premières boîtes de e-learning, donc tout ce qui est formation online en France, je suis passé après le crack de 2000. Pour ceux qui ont moins de 30 ans, ça leur parle pas beaucoup, mais ceux qui en ont plus de 30, ils s'en souviennent douloureusement. Premier gros crack des valeurs internet au milieu des années 2000, vers avril. Et là, plus d'investissement, plus de clients, plus de fric. Et donc, du coup, c'est là où je suis parti à l'étranger. Et ça a été ma deuxième formation. C'est-à-dire développer à l'international une boîte qui fait pas un centime en France. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on t'a appris à l'école. Sois fort dans ton pays et développe-toi à l'international. Là, c'était pas fort, c'était même plus faible, c'était quasiment inexistant dans mon pays. Et c'est l'étranger qui m'a sauvé. Donc voilà, donc 10 ans d'étranger, retour en France, et puis voilà. Et comment t'as géré, du coup, toi, cette situation où t'étais vraiment dans le... j'allais dire dans le down, là, tu sais, vraiment t'étais en bas du bas et tu dis bon, comment je vais faire pour rebondir? Du coup là tu dis ouais, je rebondis en développant une structure à l'étranger, mais comment toi t'as réussi à passer cette étape qui pour certains n'arrivent jamais du coup à remonter En fait, c'est peut-être là où on fait la distinction entre ceux qui pensent qu'entrepreneur est un métier et ceux qui sont entrepreneurs par nature. Ceux qui sont entrepreneurs par nature ont pas peur des roller coasters, on appelle ça, donc ils peuvent faire Space Mountain parce qu'ils savent que en haut c'est top, en bas c'est pas terrible, mais ça va remonter. Bon, et donc à un moment donné, cette espèce de sensation de haut et bas, tu sais que c'est inévitable, c'est incontournable, ça fait partie du truc d'entrepreneur. Ceux qui ont pensé que c'était un métier comme les autres sont pas du tout équipés pour ça. Et donc en général, ils quittent le bateau à ce moment-là parce qu'ils disent arrêtez le manège là, je suis en train d'avoir une grosse nausée là, il faut vraiment me sortir parce que je suis pas fait pour ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu des gros débats sur savoir si on devait faire une école de l'entrepreneuriat. On peut pas former quelqu'un à devenir entrepreneur. C'est vraiment une nature profonde, voilà. Et en fait, on est fait pour ça ou pas. Après, c'est une question de résistance personnelle. Donc moi j'ai peut-être 2 avantages, mais d'autres en ont plein d'autres. Un avantage. Le premier, c'est que moi j'ai perdu mon père un peu trop tôt, et donc du coup, après ça, tu te dis que tout échec personnel, etc., c'est tellement rien à côté que rien peut vraiment te faire de mal. Donc du coup, quand t'as vraiment souffert violemment, toute autre forme de souffrance, etc., paraît tellement légère à côté que tu dis bon, c'est quoi à côté de ce que j'ai vécu pendant, voilà. Et puis de l'autre côté, moi j'étais sportif de haut niveau, j'ai fait du fond, et donc du coup, quand tu gères du 3000 mètres ou du 5000 mètres, déjà l'entraînement est difficile, t'as des blessures physiques, tu les surpasses, t'as envie de gagner, tu sais qu'à un moment donné ton envie de gagner va surpasser la douleur et que la douleur est rien comparé au plaisir que tu vas avoir de gagner. Et donc finalement l'idée de se dire qu'à un moment donné l'entrepreneuriat va peut-être te permettre une satisfaction optimale fait que tu supportes bien toutes les souffrances qui vont avec. Et donc du coup, parce que l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, est un monde plus de souffrance que de plaisir, il y a des formes de plaisir très fortes, mais au quotidien, c'est pas si simple, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. À un moment donné, à partir du moment où tu sais que t'es irrémédiablement optimiste et qu'à un moment donné, tu vas trouver une satisfaction, ça suffit à justifier le reste. Et finalement, tu passes assez facilement à travers. Justement, Denis, tu es un homme aujourd'hui de radio, puisque tu es sur Sud Radio, et ton émission ne parle pas nécessairement des très grands groupes ni des très très grosses entreprises, mais plutôt des entrepreneurs, les petits patrons comme on dit. Justement, comment ça se fait qu'un homme qui a fait une très grande école, allez, on va la citer, HEC, qui a monté plusieurs entreprises, ait envie aujourd'hui de parler de ceux qui font réellement la France et d'ailleurs le monde entier, les entrepreneurs, les petits? D'abord, c'est une démarche un peu égoïste, c'est-à-dire que moi j'ai envie de parler des gens comme nous, finalement de ceux qui composent 82 ou 85% des entreprises françaises, c'est-à-dire des boîtes de moins de 50, voire moins de 20 salariés. Bon. Et donc, ce qui fait la richesse des nations aujourd'hui et l'emploi net des nations, ça reste les PME de moins de 150 personnes. Aujourd'hui, ceux qui créent de l'emploi net partout dans le monde, c'est des boîtes de moins de 150 personnes. Donc, du coup, que ça soit pour des bonnes ou de mauvaises nouvelles, quand on ouvre sa télé ou qu'on ouvre sa radio,
on n'entend parler que des gros. Quand on parle d'un licenciement, on va parler, je sais pas, d'un Airbus qui annonce 5000 licenciements en plus, mais on va pas parler des 64 000 PME qui vont subir la crise du Covid et fermer, qui chacun licencie peut-être 1, 2, 3 ou 5 personnes, mais qui au final fait 300 000 personnes et non pas 5 000, ce qui est juste un cataclysme effroyable. Donc du coup, à un moment donné, ces boîtes-là impactent notre vie tous les jours et on n'en parle jamais, ni pour le bien, ni pour le mal. Et donc du coup, je pense qu'il y a un déficit parce qu'en réalité, les gens, ils aiment bien leurs boîtes. Ils aiment bien les boîtes qui les font vivre dans leur petit village, dans leur ville moyenne, dans leur ville un tout petit peu plus grande. Et ils se disent, mais pourquoi dans ces boîtes dans lesquelles je bosse tous les jours, on se parle jamais d'eux? Tous les jours, on a un succès, tous les jours, on a un échec, tous les jours, on le surpasse. On fait des choses parfois bien pour notre environnement, pour notre milieu, pour nos salariés. Personne n'en parle jamais. Voilà. Donc moi, j'avais envie de faire une émission qui soit un peu l'anti-bobo parisien qui parle que des startups techno, dont on a besoin, qui sont fantastiques. Parce que effectivement, je pense que on a parlé beaucoup de Startup Nation. D'abord, la seule Startup Nation qui existe dans le monde, ça s'appelle Israël et il y en a pas d'autres. Éventuellement la Corée, qui est quand même pas mal, mais c'est les deux seuls exemples au monde. C'est un truc qui est intrinsèquement bâti sur la recherche, l'innovation, l'envie de réussir à niveau mondial et qui met les moyens de l'investissement. Je rappelle que ramené à l'habitant, on investit 32 fois plus en Israël pour un pays de 6 millions d'habitants qu'en France. Donc on n'est pas du tout une startup nation. On est une nation qui tout à coup a enfin donné un certain crédit et une certaine valeur au fait de créer une entreprise. Et ça, il faut le reconnaître, c'est une belle chose. Mais pour l'instant, une boîte qui veut faire un deuxième ou un troisième gros tour, elle ne le trouve pas en France. Donc on n'est pas une startup nation. Donc, et par contre, on a besoin de PME qui durent. Quand c'est startup, statistiquement, malheureusement, 9 sur 10 disparaissent dans les 5 années qui suivent. Alors que la petite PME dont on parle jamais, elle est peut-être pas très technologique, elle est peut-être pas très excitante, mais elle dure. Bon. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est de faire grossir nos PME, de faire grossir nos ETI, et c'est ça le truc. Donc, si on parle pas d'eux, comment est-ce qu'on va leur donner cette reconnaissance qui était un moteur énorme pour leur donner envie d'aller plus loin? Et hier, on faisait, pour aller très vite là-dessus, une émission sur le handicap, avec un grand député qui est handicapé, et il me dit, mais les deux boîtes dont vous me parlez, c'est juste extraordinaire, mais je savais pas que ça existait. Et voilà. Et ça, c'est le problème. Ça veut dire que on a des boîtes magnifiques, on ne sait pas qu'elles existent, et on n'a pas la capacité de leur donner les codes de communication nécessaires pour en faire des champions à l'échelle européenne. Donc, modestement, c'est ce que je vais essayer de faire pendant cette émission, de donner un petit coup de pouce de communication à des boîtes qui, sinon, resteraient totalement inconnues. Justement, je rebondis un petit peu sur l'actualité. Tu as entendu qu'hier, à Marseille, il y avait une sorte de confinement et nos amis restaurateurs vont prendre encore très très cher. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression qu'on est en train de tuer ou de vouloir tuer les petits, ceux dont tu parlais, ceux qui licencient, personne n'en entend parler et on n'est pas sur Bridgestone, hein. On est sur des TPE qui licencient une ou deux personnes, personne ne va l'entendre. Qu'est-ce que tu penses de cette fameuse Startup Nation dirigée par notre président Macron, qui est extrêmement jeune, et qui finalement n'a pas vraiment grand-chose à faire de nos amis restaurateurs ou de nous, les entrepreneurs de TPE, PME? Alors, moi, je fais partie. Au début, j'étais inaudible et assez peu de gens voulaient même se mettre à mes côtés sur ce genre de débat. Quand je disais dès le mois de mars qu'on avait une réaction hystérique au niveau collectif, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, pour une pandémie quelle qu'elle soit, on a fermé les frontières. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a bloqué les gens chez eux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a bloqué la totalité de l'économie. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, on a pris le risque de mettre une économie à sac juste pour arrêter une épidémie. Si cette épidémie était d'une telle gravité qu'elle décimait des morceaux de population monstrueux, j'oserais peut-être moins tenir ce discours. Et encore, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est 7 milliards, il y a eu 500 000 morts dans le monde. Je pense que malheureusement, et vraiment, c'est pas inhumain de dire ça dans ma bouche, mais les courbes de la mortalité s'en apercevront à peine quand on les regardera dans 10 ans. Bon. Par contre, ce dont on va se souvenir, c'est ces 200 millions de personnes qui retombent sous le seuil de l'extrême pauvreté, ces 30 ans de travail de l'ONU en Amérique du Sud qui va replonger des gens dans une extrême pauvreté alors qu'ils avaient mis 30 ans à les en sortir. Ça va être tous les plus pauvres qui aujourd'hui vont rester à l'écart de l'emploi pendant très longtemps et qui vont être autant de brasiers sociaux et de foyers de violence qui vont envahir nos rues dans les mois et dans les années qui viennent, et qu'à un moment donné, le courage politique consiste aussi à accepter malheureusement de se dire que il faut peut-être accepter le sacrifice de quelques-uns pour préserver le plus grand nombre.
et qu'aujourd'hui on a décidé de continuer à sacrifier le plus grand nombre pour le bénéfice de quelques-uns. Moi j'ai une maman de 82 ans, j'ai pas envie qu'elle meure dans cette crise du Covid. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas porter de masque, qu'il faut des distanciations, mais qu'on vienne m'expliquer pourquoi on devrait fermer les restaurants, pourquoi on devrait fermer les bars, alors qu'on est toujours dans la rue ensemble, qu'on est toujours dans le métro ensemble, qu'on est toujours dans les transports ensemble, ça n'a strictement aucun sens. Et quand Marseille ferme, de façon en plus quasiment autoritaire, pratiquement ni la région ni personne n'était informé, c'est juste totalement scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, c'est un pouvoir central qui n'a pas compris que la France, c'était pas, contrairement à ce que diraient les fans du PSG, c'est pas Paris. Voilà. Et donc, qu'à un moment donné, il faut tenir compte que tous ces gens, on estime aujourd'hui que 30% des restaurateurs français vont disparaître dans les 4 prochains mois. Expliquez-leur qu'ils vont disparaître notamment dans des régions où on n'aura pas vu un malade du Covid. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de créer un monstre. Ce monstre va se réveiller contre nous à partir de novembre-décembre, et la rentrée de janvier 2021 dans la plupart des pays européens sera juste un cataclysme. Et Denis, pour revenir un petit peu à tout ce que tu as pu dire sur la façon d'aider les entrepreneurs, mais aussi des salariés ou des personnes, j'allais dire lambda, comme tout le monde, comme tu disais, quel conseil tu pourrais leur donner pour à un moment donné se dire tiens, je peux prendre ma vie en main et je peux rebondir face à ces difficultés, que je sois entrepreneur ou autre personnalité. En fait, c'est très difficile de conseiller un entrepreneur parce que il y a deux façons d'être heureux comme entrepreneur. Mais faut pas oublier que l'entrepreneur, c'est un homme, une femme, et donc il a besoin d'être heureux tout court. C'est-à-dire que son entreprise, c'est beaucoup de temps, mais il n'y a pas aussi que son entreprise. Il y a sa famille, il y a ses amis, il y a son environnement. Bon. Ceux qui sont très focus sur leur boîte sont ceux qui réussissent le mieux. Bon. Du coup, ils ont un champ de vision qui est plus limité, mais ils le connaissent parfaitement. Et donc, un Xavier Niel, enfin tous ceux qu'on connaît bien, Jacques-Antoine Granjon, enfin tous ceux qui ont fait des boîtes remarquables n'ont fait que ça. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, pour avoir des réussites financières importantes, tu peux pas t'étaler, tu peux pas te disperser. C'est un choix que moi j'ai pas fait, ce qui explique que moi je serais pas milliardaire comme eux, mais j'ai choisi d'être plus riche intellectuellement. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont idiots, hein. C'est pas, surtout, faut pas me déformer mes propos, parce qu'en plus Niel est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il fait beaucoup de choses très bien dont ils ne se vendent pas, ce que j'apprécie beaucoup chez lui par rapport à certains autres qu'on voit beaucoup qui se vendent de beaucoup de choses qu'ils ne font jamais. Et donc là, moi j'ai choisi d'avoir un spectre beaucoup plus large, en disant peut-être que finalement je vais réussir à faire de l'entrepreneuriat, mais avec une vision plus globale de la société, parce que ça va m'enrichir personnellement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais réussir à monter un truc qui est à la fois un choix entrepreneurial et un impact sur la société. Et c'est un choix complètement différent. Peut-être que ça a bien marché et qu'il va me rendre riche, j'en sais rien. C'est pas forcément mon pari le plus important, parce qu'à un moment donné, mon pari le plus important, c'est de me demander ce que mes enfants diront de moi quand ils parleront de moi plus tard. Bon. Et si ça me rapporte beaucoup d'argent, c'est tant mieux. Si ça m'en rapporte pas, je continuerai à plutôt bien vivre. J'ai vendu une boîte, pas des sommes colossales, mais je suis à l'abri du besoin. Donc tout va bien, mais c'est plus mon but principal. Bon. Et je vois les gens autour de moi qui sont arrivés à des niveaux de fortune où finalement, de toute façon, ils ne savent pas quoi en faire et même plus comment la gérer. Donc à un moment donné, passer un certain cap, au-delà de 10 ou 20 millions, en réalité, t'as plus besoin de rien. Bon. Donc, et la plupart du temps, d'ailleurs, ils s'ennuient parce qu'ils ont 20 millions, ils ont vendu leur boîte, ils disent, mais à part gérer mon immobilier, ma bourse et mon truc, en fait, j'essaye de trouver une raison de vivre à 40 ou 45 ans ou 50 ans quand j'ai vécu ma boîte. Et donc moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est que j'ai un projet de vie qui est à la fois entrepreneurial et personnel et intellectuel pour au moins les 15 prochaines années. Et ça, c'est une perspective que je trouve pas beaucoup chez mes amis autour de moi. Et je le sais parce qu'ils m'en parlent tout le temps. Ils me disent au moins, toi, t'as un truc. Nous, on est arrêtés, on est sur le bord de s'arrêter, on vient de s'arrêter. On sait pas ce qu'on va faire. Tu as un ressort. Bon, on a plein de pognon, mais on sait pas ce qu'on va faire. Toi, tu sais ce que tu vas faire, t'as un plan, ça peut te mener sur 15 ou 20 ans. C'est juste le bonheur total. Donc, moi, je peux pas donner de leçons à qui que ce soit, mais ce qui est certain, c'est que j'ai jamais vu un homme ou une femme réussir sans être focus sur sa boîte, sur son activité et se disperser. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de la dispersion, c'est un autre choix. Je sais que c'est pas le canal le plus immédiat vers le fait de devenir milliardaire, c'est une certitude. Ouais. Ça, mais en tout cas, il faut, comme tu le disais, avoir des perspectives. Ça, c'est important parce que c'est vrai que le fait de pas se projeter, du coup, forcément, on n'avance pas. Ouais. Justement, je voulais parler du ressort qui t'animait.
Ce fameux projet dans les 10-15 ans dont te parlent tes amis, alors peut-être un petit peu plus riches que toi, c'est pas très important à vrai dire. C'est quoi justement ce fameux ressort qui anime Monsieur Denis Jacquet? C'est assez difficile à expliquer. Je crois qu'en fait, il y a des êtres humains qui ont plus ou moins besoin de reconnaissance. Bon, ça dépend d'où ils viennent aussi. Donc, et je pense, c'est peut-être pas une généralité, mais tous les gens qui viennent d'un univers petit ou modeste ont des gens qui ont un besoin de reconnaissance plus élevé que celui des autres. Et donc finalement, quand on vient d'un milieu comme le mien, qui est franchement pas pauvre, hein, on n'a pas été chercher des tickets au Resto du Cœur ni à la soupe populaire. Hein. Mon père se débrouillait extrêmement bien, on a très bien vécu, mais néanmoins, là, je suis dans un univers que j'aurais jamais envisagé d'avoir, et je me dis mais ça sert à quoi que je parle, que je sois écouté, si ça sert à rien en fait. Bon, et à nouveau. Après c'est des traumatismes mais qu'on positive avec le temps. À partir du moment où on a quelqu'un auquel on tenait et qui est parti, on a envie de briller. Donc et moi j'ai envie de briller dans mon cercle proche en fait. C'est-à-dire que voilà, ma mère est encore là, mes enfants sont là, ma femme est là, mon père est plus là, mais j'estime qu'il est toujours en train de regarder. Donc je pense que j'ai une mission de pas trahir ce pourquoi j'ai été élevé. Voilà. Et donc du coup je me dis que si j'ai une forme de talent à l'exprimer, à faire du réseau, ce qui est quand même un talent indispensable, je pense, pour un entrepreneur et qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, d'arriver à consolider des réseaux, mais en dehors de ses frontières, ce qui est pas toujours évident. J'ai envie d'utiliser ça et en me disant, j'aurais servi à quelque chose, et de façon super prétentieuse, en me disant que même le jour où je mourrai, il restera quelque chose de moi. Voilà. Donc, j'ai cette espèce de prétention mal placée de dire que j'aimerais bien avoir ce que les Américains appellent une legacy, c'est un héritage qui va se poursuivre plus tard, et ça j'avoue que ça me fait un peu triper, comme diraient mes enfants, me dire que je vais survivre à ma propre mort. Donc c'est une forme de volonté prétentieuse d'immortalité, mais pas parce que j'ai eu beaucoup de fric ou que j'ai un gros compte en banque, mais parce que j'ai servi à quelque chose. Donc c'est le seul ressort que je peux voir. Et puis en plus comme j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois, comme je disais tout à l'heure, ça me permet de discuter, de voir des gens, et j'adore, j'ai un appétit incroyable de rencontres, et le fait de pouvoir rencontrer en permanence des gens, des scientifiques, des intellectuels, des politiques, des patrons d'entreprise, c'est une richesse extraordinaire. Et justement, je me dis qu'en tant qu'entrepreneur, si j'étais resté focus sur ma boîte, j'aurais jamais rencontré tous ces gens-là, et j'aurais eu l'impression de mourir un peu plus idiot. Voilà. Et donc du coup, ça va m'alimenter pour des années, et intellectuellement, pour lutter contre Alzheimer, on n'a rien trouvé de mieux qu'une stimulation intellectuelle. Donc, rencontrer des gens plus brillants que soi sur plein de domaines, c'est la meilleure façon de survivre à la vieillesse et à la maladie. Et en plus, d'apporter non pas plus d'intelligence, mais une vision globale que beaucoup ne peuvent pas se permettre d'avoir, y compris des gens beaucoup plus cortiqués intellectuellement que vous. Ouais. Donc, Denis, j'avais une autre question à te poser, c'est est-ce que toi, dans ton parcours, t'es accompagné par une personne? Est-ce que t'as un coach? Est-ce qu'il y a des gens qui ont marqué ton parcours et qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Voilà, c'est un peu la réflexion que j'ai, parce que souvent, derrière des personnalités, se cachent toujours d'autres aussi personnalités, et on ne sait pas forcément, on a l'impression que la personne est seule, et en fait, globalement, dans un parcours, rarement la personne est seule dans son évolution. Alors moi, j'ai passé beaucoup d'années à écouter personne. Bon, donc parce que d'abord, bizarrement, pour quelqu'un qui a plutôt une bonne éducation, j'ai eu une enfance vraiment de sale gosse. Bon, et donc du coup, j'ai commencé vraiment à écouter des gens plutôt à partir de 35, 38, 40 ans, pas avant. Et du coup, d'ailleurs, ça m'a valu quelques claques sérieuses, mais j'ai toujours parti du principe, je préférais me prendre mes claques moi-même que d'écouter des gens qui vont me conseiller ce que je dois faire ou ce que je devrais pas faire, et de jamais savoir s'ils avaient raison ou ils avaient tort. Donc je préfère avoir tort tout seul, et je trouvais que c'était très bien comme ça. Bon. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, j'en ai quand même pris quelques-unes, je vais pas passer ma vie à prendre toujours que des claques, quoi. Donc du coup, même quand tu réussis, tu te dis, bon, si je veux passer un cran au-dessus, il faut commencer à s'ouvrir. Donc après, il faut réfléchir à qui on a envie d'entendre. Alors moi, j'écoute plutôt des conseils de femmes, assez rarement des conseils d'hommes. Bon, mais ça, c'est mon éducation. Petit, j'étais élevé par une nounou, plus il y avait que des filles dans la cour, c'était un peu Fellini. Et finalement, j'ai été élevé par des femmes, principalement, en fait. Bon. Même mes deux parents travaillaient, donc du coup, voilà, je sais pas pourquoi, j'étais entouré par des femmes, et jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai pratiquement jamais eu d'amis hommes. Donc du coup, j'ai
une perméabilité à la vie des femmes qui est juste 1 milliard de fois plus important qu'à celui des hommes. Donc quand j'écoute, les seules personnes que j'écoute sont à 80% des femmes. Bon, d'abord parce qu'elles voient les choses autrement, parce que je sais pas, il y a une forme de façon de passer le conseil, le coaching que j'accepte mieux en tant qu'homme, vraisemblablement, parce que elles le font avec une sensibilité qui est plus proche de la mienne, et parce que moi j'ai besoin d'être conseillé par des gens qui pensent pas comme moi. Et donc du coup, un homme va avoir tendance souvent à penser un peu pareil, parce qu'on est fait un peu de la même façon. Je vais pas écouter des gens de mon école, parce qu'on a tous été de la même façon, donc ils vont me donner des conseils que je connais déjà. Bon, donc tout ça, c'est pas très dans la diversité. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, au final, ça on l'a dit avant, il y a quand même toujours les gens de votre entourage proche. Donc j'ai une femme qui est extrêmement différente de moi, mais qui est certainement mon meilleur conseil. Voilà, donc parce que elle, le fait que je passe à la radio, à la télé, elle s'en fout au complet. Enfin, elle est très fière, elle est très soutien, etc. Mais elle est pas prostrénée devant moi parce que tu reviens de la télé, chérie, je vais embrasser tes chaussures. Mais elle va être critique positivement, et même ma fille qui a 10 ans ou mes enfants qui sont plus grands, voilà, sont et c'est plutôt d'eux que j'écoute beaucoup de choses aussi. Et après, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, je me ferais peut-être coacher par quelqu'un. Je pense que ça serait pas franchement une mauvaise idée, mais je n'ai pas encore passé ce deuxième cap-là. Donc ça sera peut-être pour la vie d'après, d'ici 3-4 ans, l'idée d'être coaché plutôt pour arriver à industrialiser un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Je pense que ça, je vais y passer, mais j'ai déjà l'idée des personnes que je suis prêt à écouter. Donc mon souci, c'est vraiment d'arriver à passer ce cap du sale gosse que je suis encore et qui a quand même du mal à recevoir des leçons, en fait. Je le prends un peu mal, un peu trop d'ego, certainement, mais 100 fois mieux qu'il y a une quinzaine d'années. Mais je pense que là où je suis, si je veux aller vraiment au cran où je veux aller, sans être coaché et soutenu par des gens qui savent faire, ça se fera pas. Donc ça, au moins, j'en ai conscience et je sais que je suis prêt intellectuellement et émotionnellement et égoïstiquement à passer à ce cap-là. Ouais. Pour clôturer notre podcast, j'avais une dernière question pour toi, Denis. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, tiens, je vais me présenter au présidentiel? Ou ministre des PME, on en a bien besoin. Écoute, en fait, je pense que dans ce pays, en tout cas, un ministre des PME ne pourra jamais rien faire de véritablement impactant. Je crois qu'il y a que le président qui peut donner l'impulsion. Et donc, on a bien vu aujourd'hui, on a toujours un secrétaire d'État du numérique. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que le numérique était une fonction à part et non pas une fonction transverse. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de politique du numérique. Et de l'autre côté, on met au PME un ancien syndicaliste, artisan taxi. Moi, j'ai rien contre les artisans taxi. Mais si vous voulez, à un moment donné où le monde se digitalise, où les PME sont dans une situation difficile mais essentielle, le fait de voir qu'on met ce genre de profil à la tête des PME fait excessivement peur. Ça veut dire qu'on n'a pas compris l'enjeu. Bon. Donc, enfin, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Macron par rapport à ces deux nominations, on aurait pu le dire des prédécesseurs, mais sauf que ces prédécesseurs, ils n'avaient pas aujourd'hui la Chine et les États-Unis qui sont en train d'être les grands vainqueurs de la crise, et particulièrement la Chine aujourd'hui. Bon. Donc je pense que la seule solution pour changer la donne dans un pays comme la France, très centralisateur, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la question sur Marseille, c'est d'être président de la République. Bon. Donc, je pense que malheureusement, je pourrais mourir sans avoir réussi à relever ce challenge. Et j'espère qu'un jour, on pourra avoir quelqu'un qui soit capable de provenir d'autre chose que de l'ENA, de provenir d'ailleurs que du système. Parce que contrairement à ce qu'on a dit, le plus pur produit du système, c'est Emmanuel Macron. Il avait une jeunesse et une espèce d'empathie et de sens du renouvellement et d'envie de réforme qui était vraiment assez stupéfiante pour des gens de son milieu, hein, qu'on attend assez rarement de gens d'un carcan aussi prévisible. Hein. Mais faut avouer qu'avec le temps, finalement, il y a eu un train de réforme, mais que le pays n'aura pas encore changé de façon fondamentale. Et en tout cas, sur l'entreprise et sur le numérique, on attendait beaucoup de lui et on va finir déçu, parce que ça sera bien évidemment pas la priorité des 2 dernières années dans un monde en récession et dans un monde qui va devenir violent. Donc, je suis assez désolé de me dire que ça, c'est un fantasme que je pourrais pas assumer, mais je me dis en même temps que si on réussit bien sur le Day One Movement, l'impact qu'on pourrait avoir à travers les entreprises au niveau mondial,
mais finalement on va peut-être faire au niveau mondial avec des entreprises qu'on n'aurait jamais pu faire comme politique dans un pays. Donc bon, finalement on aura l'impact sans la gloire, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est absolument ce que moi je recherche aujourd'hui, donc tout va bien. Ouais. Eh bien, merci à toi, Denis. Merci d'avoir été notre second invité de Mindset. Julien, on dit à bientôt pour un nouvel épisode de Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit de la réussite. À bientôt. Ciao.